accueille aujourd'hui M. Sané, donc ingénieur agronome et agent des eaux et forêts. Donc il est assistant à la direction des financements verts au niveau du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la grille d'analyse du développement durable. Donc une grille qui nous permet de voir par rapport à un projet ou une action donnée en quoi il est durable. Donc ça nous permet d'évaluer un projet, la durabilité du projet, de l'apprécier. Donc M. Sané, vous êtes le bienvenu. Bonjour à tout le monde aussi. Merci, M. Sané. Bonjour. Mais je tiens quand même à préciser deux choses d'entrée. La première chose, c'est que ce que je suis en train de vouloir partager avec vous, je n'ose pas dire que j'ai une maîtrise parfaite de cette grille. Je suis toujours en train de l'apprendre, puisqu'on me l'a prise il y a juste 2-3 semaines. Donc c'est une grille qui a été produite par une université qui est à Québec, l'université de Chicoutimi. Donc l'objectif c'est d'analyser un peu les documents de politique, les documents de programme, les stratégies pour voir un peu quel est le niveau de prise en compte des actions, en tout cas des activités qui devraient mener vers le développement durable. Est-ce que ces stratégies-là ont assez pris en compte des éléments qui peuvent créer une durabilité dans la méthode de vivre, dans nos méthodes de collecte de revenus, de développement de manière générale. Le second élément sur lequel je veux revenir, c'est que la présentation que j'ai partagée avec vous n'est pas la mienne. C'est David Tremblay qui l'a fait, qui a l'université de Chicoutimi, qui nous a donné l'autorisation de partager cet outil-là avec tout le monde, parce que l'objectif c'est d'amener tout le monde à pouvoir utiliser cette grille, c'est d'avoir, de permettre à tout un chacun de prendre en compte les aspects de développement durable dans le mode de vie de tous les jours. Alors, par conséquent, il y aura peut-être des choses, c'est quand tu ne prépares pas une présentation toi-même, c'est-à-dire le gars qui prépare sa présentation a peut-être des logiques que toi tu ne verras pas. Donc peut-être que je vous demanderai d'être un peu indulgent à ce niveau. Il commence par poser une équation pour demander. Alors là, il a essayé d'identifier un peu les différents acteurs en les catégorisant à deux niveaux, acteurs forts, acteurs faibles. Donc, acteurs forts, on a les êtres humains, acteurs faibles, on a la nature et les autres êtres humains. Ensuite, humain contemporain et génération future, parce qu'on est en train de raisonner toujours en termes de développement durable. C'est-à-dire qu'il faut considérer les priorités actuelles, mais également prendre en compte les priorités futures. Pays du Nord, pays du Sud, homme-femme. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette inégalité-là, qui est toujours, quel que soit l'angle d'attaquement de prend, on a toujours cette inégalité qui existe et qu'il nous faut peut-être travailler dans le sens d'essayer d'équilibrer pour prétendre aller vers un développement durable. Alors, la grille d'analyse du développement durable, comme il le dit, c'est un outil de questionnement selon 5 dimensions, on les verra plus tard, qui permet d'évaluer dans quelle mesure une démarche favorise l'amélioration des conditions humaines par son action sur le réel. Pourquoi des grilles d'analyse? L'objectif c'est d'orienter une démarche de développement durable, de bonifier des lacunes ou de caractériser l'avancement, d'opérationnaliser les principes vertueux, d'intégrer les différentes dimensions du développement durable et de guider la prise de décision et faire le bon choix. Son principal objectif, c'est ça, c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on analyse nos documents de politique et les résultats, on les présente aux autorités qui prennent la décision pour leur dire concrètement sur ce qu'il y a dans ce document, voilà ce qui est pris en compte, voilà ce qui n'est pas pris en compte, et voilà des pistes de bonification pour améliorer les documents. Donc, l'historique de cette grille, comme il le dit, c'est le résultat de 25 années d'expérience et de recherche. Donc, et il continue toujours de rechercher parce que chaque fois qu'il partage cette grille, il y a des
des propositions d'amélioration qu'ils prennent en compte, ils essaient de calculer, en fait, d'intégrer. Depuis 25 ans, cette grille est là. Ils étaient arrivés à un niveau où ils ont parti proposer cette grille à l'IFDD, c'est l'Institut de la francophonie qui s'occupe du développement durable, c'est un organe subsidiaire de l'OIF. Et l'IFDD a pris la décision de partager cette grille au niveau de tous les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors là, ils donnent un peu l'historique, parce que c'est une grille de la chaire au conseil de l'Université de Chicoutimi, comme je vous l'ai dit. Il donne un peu certaines dates repères sur l'évolution de la production de cette grille-là. Disons, j'allais dire de manière, je n'ose pas dire sectorielle, mais spécifique, selon le contexte. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un modèle copié, calqué de développement durable. Il suffit de contextualiser les choses selon notre. Alors, ce modèle, c'est une représentation qui sert à visualiser ou à mieux concevoir les interactions entre les multiples dimensions de notre phénomène. Un modèle, c'est juste un outil de compréhension. Et avant d'en appliquer les conclusions, il faut expliquer un peu donc, le modèle que l'Université de Chicoutimi nous a produit, c'est un modèle à 4 à 5 dimensions, j'avais dit. Donc, il y a une dimension éthique, une dimension économique, une dimension écologique, une dimension sociale, et ils ont cru nécessaire d'augmenter une dimension gouvernance. Donc, sur chaque document, ou sur chaque document de politique, stratégie, document de programme, document de projet, on essaie de les analyser en tenant compte de ces 5 dimensions-là. Donc, qu'est-ce qu'une démarche de développement durable? C'est une démarche qui considère le caractère indissociable des différentes dimensions du développement durable. Ça peut être un projet de l'environnement environnemental, comme la préservation de milieu humide. Ça peut être une stratégie de nature économique, comme une stratégie nationale d'exploitation. Ça peut être une politique de nature sociale, comme une politique nationale de l'éducation. Alors que tous ces types de documents peuvent être pris en compte. Donc, dans le cas de cette grille, voici les différentes dimensions. Et chaque dimension a un certain nombre de thèmes et un certain nombre d'objectifs. On le verra tout à l'heure. Donc, la dimension éthique a 5 thèmes et 17 objectifs à remplir. La dimension écologique a 7 thèmes et 22 objectifs. Il en va de suite pour la dimension sociale, économique, gouvernance. Donc, en total, on a 32 thèmes et 100 objectifs à remplir dans cette grille. Comment ça se présente? Ça, c'est juste un exemple. On a la dimension éthique. Ensuite, vous avez les différents thèmes. Ici, thème 1, lutte contre la pauvreté. C'est trop petit, je ne sais pas si vous allez la voir. Et ensuite, les objectifs. Sur ce tableau, on a 3 objectifs qui apparaissent. La mise en place des actions ciblant les plus démunis à l'intérieur des communautés locales, mettre en place des actions ciblant les démunis, mise en place des actions visant à réduire les inégalités, ça en fait les différents objectifs. Donc quand on verra la grille, on aura plus d'informations. Donc c'est ce qu'il met ici, la dimension sous analyse, c'est la dimension éthique. Le thème de la dimension qu'on a ici, c'est la lutte contre la pauvreté et les différents objectifs. C'est cela que je viens de lire. Voilà un peu en version un peu plus concis ce que je viens de lire. Ça, on reviendra exactement. Alors, ce qu'il est demandé de faire ici, c'est qu'il y a d'abord une pondération à faire. La pondération, c'est une appréciation individuelle. Quand on dit, par exemple, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mettre en place des actions ciblant les plus démunis à l'intérieur des communautés locales. Donc, c'est à vous qui êtes en train d'analyser l'outil, de dire est-ce que cet objectif est souhaitable, est-ce que l'objectif est nécessaire ou est-ce qu'il est indispensable. Donc, on a ces 3 options-là sur la pondération. Donc, et on met dans cette cage-là, pondération, 1 ou 2 ou 3.
là, c'est quand même un truc individuel, une appréciation individuelle. Ensuite, il y a l'évaluation qui vient, c'est la colonne d'après. L'évaluation, il s'agit de voir maintenant le document qu'on est en train d'évaluer, jusqu'à quel niveau ce document prend en compte cet objectif-là. Et il y a des intervalles, on verra, des intervalles de pourcentage qui correspondent quand même à des niveaux de prise de compte de cet objectif. C'est comme ça en fait qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la pondération, c'est ce qui permet de calibrer, d'adapter la grille en fonction des besoins et des objectifs du projet, des valeurs et des connaissances des membres du comité de pondération en lien avec le projet. C'est-à-dire que c'est un exercice qui se fait en groupe. On peut le faire tout seul, mais l'idéal serait d'échanger avec les gens. Personnellement, je peux considérer que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mettre en place des actions ciblant les plus démunis à l'intérieur de la communauté est quelque chose de nécessaire. Paul dirait peut-être que c'est quelque chose d'indispensable. Il faudrait bien que chacun d'entre nous essaie d'amener des raisons qui font qu'il trouve que c'est indispensable et que c'est nécessaire. Donc, c'est des discussions, il s'agit d'être positiviste, ne pas dire non, moi je pense que c'est ça, alors je descends ça de là, ça ne nous permet pas d'avancer. Mais dès l'instant qu'on sent que les raisons avancées par un collègue semblent être bons, qu'on accepte d'avancer. Alors, pondérer un objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit l'objectif est souhaitable, même l'atteinte de cet objectif n'est pas jugée importante, ou il est non prioritaire par rapport à notre projet. 2. Si on considère qu'il est nécessaire, ça veut dire que l'atteinte de cet objectif est nécessaire au succès du projet. Et 3, il est indispensable, c'est-à-dire il est jugé indispensable au développement du projet. Donc il y a de légères nuances entre ces trois niveaux de pondération. Comme il le dit, c'est par consensus. Comparaison, mise en commun des pondérations individuelles, c'est-à-dire ce qui était bon, la manière dont nous on avait évalué le PC, c'est que chacun l'a fait de manière individuelle. Ensuite, on s'est réunis par sous-groupe. Vous discutez dans le sous-groupe, vous retenez quelque chose avant de venir dans le grand groupe. Donc, c'est à trois niveaux. Ça veut dire que c'est individuel. Je suis seul, je dis, ok, cet objectif est indispensable, et les raisons, je continue. Mais maintenant, dans le sous-groupe, le vis-à-vis ou les gens qui sont dans le sous-groupe peuvent me convaincre que ce n'est pas indispensable, que c'est juste nécessaire. Maintenant, dans le grand groupe, c'est toujours la même démarche, mais avec les mêmes débats. Donc, il faut savoir dialoguer, pas discuter tout le temps. Il faut savoir écouter, échanger, surtout avoir des consensus. Si on n'arrive pas à avoir de consensus dans le cadre de l'utilisation de cette grille, vous verrez que c'est quand même fastidieux et ça peut vous valoir des nuits blanches dans le cadre de ce travail. Je me souviens quand on évaluait le PC, nous arrivions de travailler de 9h jusqu'à 22h. De 9h jusqu'à 22h parce qu'il fallait débattre. Ce qui est important aussi, c'est le point 4, il dit s'il n'y a pas de consensus, il faut accepter quand même la communauté. Même si je ne suis pas convaincu que je me rends compte, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que c'est un objectif nécessaire alors que moi je le prends comme indispensable, il faut déjà accepter. Dire ok, je suis minoritaire, il faut que laisser passer. Donc, ça c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est ce que j'avais montré. Maintenant, l'évaluation, ce que je vous ai dit, c'est la performance du projet par rapport à l'objectif. Il faut toujours dissocier ces deux choses. La pondération, elle est individuelle. C'est mon niveau de perception de l'objectif. Et l'évaluation, c'est le niveau de prise en compte de l'objectif dans le document qu'on est en train d'analyser. C'est deux choses différentes. Et vous verrez que je ne peux pas me lever et dire que l'objectif est évalué à 100% ou 10% par 5, fait que j'ai dit 10%. Il faut que ça se raisonne en fait. Hein. Ils ont mis une échelle au niveau de l'évaluation, une échelle qui varie de 0 à 100%. Donc c'est l'échelle-là que les gens utilisent. Et vous verrez que les valeurs varient de 0 à 100% sont utilisées pour déterminer la performance du projet par rapport à
à un objectif domaine. L'évaluation devra s'appuyer sur des données de qualité, sur la démarche et des choses carrément vérifiables. Alors, si je considère que l'objectif est considéré, je répète, dans une proportion de 0 à 9%, ça veut dire que l'objectif dont le projet n'a pas tenu compte. Si par exemple, dans le projet qu'on est en train d'évaluer, on se rend compte que la prise en compte des populations les plus démunies n'est pas du tout prise en compte, on peut se permettre de l'évaluer de 0 à 9%. 10 à 24%, c'est un objectif sur lequel le projet a des effets positifs indirects, mais qui ne sont pas liés à la qualité du projet. Parce qu'on peut mettre un papier moment, c'est un échange, même s'il y a des choses. 25-39%, c'est un objectif pour lequel le projet répond faiblement selon le niveau de mesure prise. 45 à 9%, on dit que le projet répond moyennement à l'objectif sans se démarquer d'autres projets semblables, mais en y accordant tout de même une certaine attention. 60-74%, c'est un objectif pris en compte, mais auquel on peut suggérer des améliorations. 75-89%, le projet se démarque par ses innovations et par l'ampleur de la prise en compte de cet objectif. Et enfin, en